Alors, Mathieu Deiss, donc tout bientôt 40 ans, vigneron en Alsace au domaine Marcel Deiss et aussi un petit peu au vignoble du Rêveur qui est le deuxième domaine avec les vignes de ma maman. Parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, tout simplement. Non, c'est posé un jour la question de savoir si c'est vraiment ce que je voulais faire. Et j'ai pris le temps de partir un peu, faire d'autres choses. L'agriculture avait un attrait, puis j'ai aussi beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est, on va dire, qui force à penser, à réfléchir, et parfois un peu abstrait aussi, mais j'avais eu besoin de revenir vers ce qui était vraiment en fait le fond de ma personnalité, c'est-à-dire que je me réalise quand je fais des choses manuelles. Voilà, donc j'avais besoin de revenir à la terre, j'avais besoin de revenir au manuel, quoi. Notre philosophie à la vigne, si je veux la résumer, c'est que on ne fera jamais un plus grand vin que l'expression du fruit, du raisin lui-même. Et donc pour moi, notre philosophie à la vigne, c'est surtout que tout le travail pour faire un grand vin, en fait, il se fait dans les vignes. Il se fait pas à la cave. La cave, c'est une transformation, on part d'un point A, on va à un point B, mais en fait, on fabrique rien. C'est-à-dire, on n'augmente pas le potentiel. On n'arrive pas à rendre les choses plus profondes, complexes. Voilà. Il y a peut-être une notion d'élégance un petit peu, comme quand on fait de la cuisine, par exemple, c'est un bon parallèle. Quand on cuisine, on peut être raffiné, on peut avoir de l'élégance, on peut jouer le visuel, mais la viande ne va jamais avoir meilleur goût que la pièce que tu as récupérée au début. Et donc pour nous, le vin, c'est avant tout les raisins, et donc de la bio, de la biodynamie, travailler, remettre des gens à pied dans les vignes, et pas que des tracteurs qui passent à côté d'eux. Pour moi, c'est l'essentiel, parce que sinon le raisin peut pas avoir une vraie vibration, avoir une vraie profondeur, et il peut pas toucher la personne qui va goûter le vin. Voilà, c'est ça le fond du travail. À la date de vendange, j'ai envie de dire que je vais faire un parallèle là aussi, mais ceux qui déterminent le mieux la date de vendange, c'est les oiseaux. Le jour où vous avez des animaux qui commencent à se promener dans vos vignes, c'est que c'est mûr. Et la difficulté pour l'homme, souvent, c'est d'arriver à se détacher de contingents techniques, de problématiques, de gestion d'entreprise, de problématiques technologiques, et d'arriver à se rapprocher de simplement est-ce que c'est bon, est-ce que quand tu manges, tu as envie d'en manger, parce que quand tu as envie de manger le fruit, ça te donne un vin que tu as envie de boire. Voilà, tout simplement. Pour ce qui s'agit des vinifications, pour moi, la vinification, c'est quelque chose qui doit être extrêmement transparent, qu'on ne doit pas voir au premier plan, qui ne doit pas justement dénaturer les produits, si je fais de nouveau un rapport avec la cuisine. Et donc pour moi, la vinification, c'est avant tout voilà, le moins d'intervention possible, le moins de correction, d'aménagement possible, en essayant d'avoir quelque chose le plus complexe et élégant au départ. La seule chose qu'on peut voir par la vinification et qui moi m'intéresse, c'est la notion de macération. Et plutôt même au-delà de la question de macération, c'est plus la question de la structure tannique. Parce que en fait, aujourd'hui, les vins souvent sont capables de vieillir parce qu'on les protège contre l'oxydation avec du soufre. Et en fait, sans vouloir rendre les vins sans soufre comme étant l'objectif premier d'un vin, parce que je pense que ce serait une erreur, je pense néanmoins que réduire les quantités de soufre pour que les vins soient bons pour la santé, c'est quelque chose qui est important. Et donc si on enlève du soufre, il faut le remplacer par quelque chose qui est capable de protéger les vins. Et ça s'appelle le tanin, comme dans des rouges. Donc voilà, parfois sur des blancs, je fais des légères macérations qui leur redonnent un peu de structure et qui les aident à vieillir avec moins de soufre. Nous au domaine, pour les contenants, on a des... en fait, finalement, on a repris ce que nos anciens faisaient le mieux. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup en foudre, en vieux foudres qui ont entre 50 à 100 ans, même plus.
Et ils ont un intérêt majeur, c'est qu'ils n'ont aucun goût. On va absolument pas de retrouver de bois, En fait, on ne voit pas le contenant. Et on le voit même encore moins d'ailleurs qu'avec une cuve moderne, parce qu'une cuve moderne en inox, ça crée un profil de vin. Ça tient les vins d'une certaine manière. Et le foudre laisse beaucoup plus vivre les vins. Et donc, pour moi, ils sont plus transparents. Et ils ont aussi une grande qualité, c'est qu'ils permettent de rester sur la lie entière. En fait, nos anciens, ils n'avaient pas de pompe, hein, ils n'avaient pas l'électricité. Donc, eux, ils n'ont pas cherché un système technologique où il fallait transvaser les cuves tous les 3 jours pour arriver à faire du vin. Ils ont cherché à faire une vinification où justement on avait besoin de rien toucher, parce que toucher, ça voulait dire une journée de travail avec des seaux, et puis potentiellement l'éventualité de perdre le vin ou de le détruire. Et donc, voilà, le foudre, c'est un objet qui est assez magique, parce que nos anciens, ils ont trouvé un moyen d'avoir un truc qu'on voyait pas, mais qui profondément protégeait le vin, et faisait qu'on n'avait pas besoin de faire des interventions techniques. En fait, c'est l'inverse de la logique moderne, où finalement, souvent on réfléchit process, et on sécurise tout le long, mais en faisant tout ça, en fait, on rajoute plein d'étapes. Et toutes ces étapes, en fait, elles ont une conséquence, c'est qu'il vous faut l'électricité, il vous faut bouger, il vous faut Voilà. Et on touche les vins, et à la fin, on voit plus le vin, on voit juste qu'on l'a touché tout le temps. Voilà, et c'est comme ça que je vois les choses. Alors, la complantation, on peut prendre un peu de temps parce que c'est une question qui est importante pour nous, puisque nous, on replante toutes nos vignes en complantation. Alors, parfois en anglais, c'est mieux compris quand on dit coplanter, hein, co-plantation, mais simplement, c'est revenir à un système qui était le système traditionnel partout en Europe, et qui consiste à mettre toutes les variétés plantées mélangées dans la même parcelle. Voilà, donc moi je prends un exemple avec mes cépages alsaciens, Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer, Muscat. On les plante ensemble, il y a un pied de Riesling, un pied de Muscat, un pied de Gewürztraminer. Voilà. Et à la fin, on va récolter tout ça ensemble, en une fois. Ça va être pressé ensemble, ça fait qu'une seule cuve. Et la conséquence de ça, et elle est vraiment importante, c'est qu'on ne peut pas nommer le vin autrement qu'avec son lieu d'origine. Et ça, il faut bien comprendre que c'est l'origine de l'idée de l'appellation pour les vins en Europe. Le fait qu'en Europe, on nomme les vins par le lieu, on dit Châteauneuf, Meursault, Banyuls, enfin ce qu'on veut, c'est parce que le vin de cette colline, il n'avait pas le même goût que le vin de ce village. Voilà. Et c'est la conséquence. Et beaucoup de gens aujourd'hui vivent l'AOC comme étant un texte légal qui contrôle un truc. Mais personne n'a compris que c'était la mise en boîte législative d'un existant, d'un préexistant. Et le préexistant, c'est des vignobles mélangés qui ne peuvent pas dire autrement leur identité qu'en disant le nom du village ou de la colline, et qu'on a cherché à protéger un jour, parce qu'il y a des mecs ailleurs qui ont commencé à utiliser le même nom, parce que ça se vendait cher. Voilà, tout simplement. Alors un vin de macération, j'en ai parlé un tout petit peu avant. Un vin de macération, c'est surtout un vin en fait où on remet en contact, où on laisse les pellicules du raisin au contact du jus pendant la fermentation. À l'inverse d'ailleurs d'un blanc, où en fait on prend un raisin, on le presse, on garde le jus et ensuite on le fermente. Contrairement à ça, les vins rouges sont faits en macération, c'est-à-dire on prend le raisin, on garde que les baies, on les met dans une cuve et ça va fermenter avec la peau. Parce que tout simplement, la couleur et les tanins sont dans la peau et pas juste dans le jus. Voilà. Et donc, un vin de macération, c'est tout à fait vrai pour les rouges et les gens le comprennent tout de suite. Mais c'est vrai que de plus en plus, on se tourne vers des vins de macération aussi, ce que nous on appelle parfois orange, mais qui peut juste avoir des teintes parfois un peu voilées comme ça, un petit peu orangé ou jaune. En fait, ces macérations-là qu'on fait avec des raisins blancs du coup, et non pas avec des raisins rouges, pour moi ont une capacité à résister à l'oxydation qui est plus importante que des blancs. Et donc je trouve que c'est un outil extrêmement intéressant parce qu'il est naturel, il n'oblige pas à remodifier les choses, à les recorriger, à les faire tenir avec des subterfuges techniques. Et alors ça demande juste un petit peu aux gens de se réhabituer, de réapprendre un peu les choses parce que
parce que du coup, c'est des vins qu'ils connaissent moins ou qu'ils connaissent plus, parce que c'est des techniques qui étaient utilisées traditionnellement dans certaines régions, mais il y a un petit peu de temps déjà. Et donc voilà, il faut arriver à les réapprivoiser. Ça fait des vinifications qui sont parfois... moi j'aime bien un parallèle, parce que les amateurs ils comprennent tout de suite de quoi je parle quand je prends celui-ci. Souvent, quand on parle de vins jaunes, qui sont les vins du Jura, ce sont des vins qui sont vinifiés en oxydatif. Et quand on est jeune amateur ou jeune vigneron, c'est des vins où au début on comprend pas, on se dit c'est bizarre, je comprends rien, c'est pas bon. C'est pas bon ou je capte rien, quoi. Et c'est des vins qu'on découvre vraiment un jour quand on les a sur un repas, parce que c'est profondément des vins pour le repas, pour la table, qui sont extrêmement intéressants. Et en fait, la découverte des vins oranges, des vins de macération, mais sur des blancs, ça s'apparente un peu au même type d'expérience. C'est un peu un objet un peu inconnu, qui de prime abord fait peur à pas mal de gens, parce que quelque part, ils sont dans une zone inconnue, et l'amateur de vin, il aime bien être en zone connue, c'est là qu'il montre qui sait mieux que les autres. Et en fait, du coup, c'est des vins qu'il faut vraiment apprivoiser et apprendre à connaître, quoi. La première bouteille qui a provoqué une émotion, une vraie émotion forte, c'était Trévalon 87, domaine de Trévalon 87, qui est une bouteille des Alpilles. Alors c'est un petit peu marrant parce que j'ai rencontré ma femme qui vient juste des Alpilles, donc voilà. Mais c'est une bouteille que j'ai goûtée quand j'avais peut-être... alors je goûtais tout, quand j'étais petit, je devais rien boire, tout cracher, mais j'ai goûté très très tôt, et c'est une des premières bouteilles que j'ai reconnues à l'aveugle, et donc c'est une bouteille qui m'avait provoqué une émotion particulière. C'est resté, et c'est... Il y a des vins, ils ont du chien, comme les gens. Il y a des gens très beaux, mais ils n'ont pas de chien. Et puis il y a des gens qui sont parfois moins beaux et qui ont beaucoup de chiens. Et parfois il y a des bouteilles ou des gens qui ont les deux. Et cette bouteille-là, pour moi, avait un peu des deux. Voilà. Mon remède gueule de bois, le travail. Non, je sais pas, je suis un peu un cliché d'Alsacien, mais ouais, mon remède gueule de bois, c'est aussi vite on est au boulot et qu'on se dépense, ou dans le sport aussi un peu parfois, mais aussi vite on se remet en route et mieux on le vit. Voilà, ouais, je suis un peu comme ça. Ma compagne est vigneronne, alors je serais maladroit de donner une bouteille qui soit une soirée romantique. Il y en a plein. N'importe quelle bouteille qui a un peu de profondeur, d'intérêt et qui est capable de provoquer une discussion est une belle bouteille pour une soirée romantique pour nous. Bonne question. Je sais pas si je me rappelle de ça comme vraiment une première cuite. Bon, on a tous des trucs un peu d'ado, voilà, mais... Non, je crois pas que c'était un... Ça a jamais été pour moi un espèce de passage. En fait, je suis rentré dans la question du vin par éducation, par mes parents, assez tôt. Et donc, la question de l'alcool n'a jamais été pour moi un jalon dans le vin. Après, on a tous nos soirées, nos machins, c'est normal. Le vin il fait partie aussi de la vie, comment on va dire, des moments festifs. Mais ouais, ça n'a pas été un jalon, donc je pourrais pas maintenant en citer un en particulier. Alors, un vigneron, modèle ou exemple ? Il y en a 2-3. Je dirais des gens que je respecte beaucoup pour leur profondeur et leur précision et leur abnégation aussi à leur projet. Je pense spontanément à Jean Boxler. Après, je penserais forcément aussi, je cite Jean, mais il y a beaucoup d'autres gens aussi comme Jean qui m'impressionnent pour ça. Mais je dois aussi laisser une part à la jeunesse. Et il y a des jeunes qui m'impressionnent de s'installer à partir de rien et de réussir comme ça, ou de faire de leur passion leur métier. Parce que le métier de vigneron, parfois il peut paraître un peu, ça peut paraître un peu léger.
Mais en fait, factuellement, c'est une passion qui demande beaucoup d'engagement. Et des engagements, pas qu'en termes de travail, mais aussi des engagements financiers importants, parce que on est tout de suite obligé de trouver des terres, d'acheter des barriques, des cuves, un tracteur. Et donc c'est une passion qui coûte cher à mettre en place. Et donc je pense à Jérôme François, notre Alsacien, par exemple, qui est parti de rien. Et ça m'impressionne. Et ouais, voilà. Ah, pas avoir du mal à couper, hein. Ah, j'ai beaucoup de mal à couper. Il y a une grande confusion chez moi entre la vie familiale, la vie au travail. Euh, Tout ça se mélange. Alors c'est peut-être un grand défaut, et puis en même temps c'est parfois aussi, en tout cas je pense, une qualité ou une force pour m'accompagner moi. Donc voilà. Je veux pas faire de jaloux parce que je pense que non, je voudrais pas faire de jaloux ou décevoir certains. Alors du coup, je vais dire une bouteille de chez moi, mais pas pour le vin, mais pour le nom. Et j'ai une bouteille qui s'appelle Un instant sur Terre. Et ouais, peut-être cette idée de un dernier instant sur Terre, tu vois, ça m'irait bien comme vision du vin, tu vois. En fait, et du coup, j'ai envie de transformer la question. Mais pour moi, cette question de dernière bouteille à la fin du monde, c'est plus finalement une question de partage qu'une question de vin. Évidemment, il faut une bouteille qui te pousse à discuter, à partager, à échanger. Mais c'est surtout le moment d'échange qui pour moi serait important. Un sportif avec qui boire un coup. En fait, j'ai plein d'amis sportifs. J'aime beaucoup le sport. Je pensais spontanément à Jérôme Clemens, qui était champion du monde d'enduro en VTT, avec qui je partage beaucoup de moments, qui est un ami assez proche. Et puis, mais après, voilà, pour le coup, j'aime beaucoup le sport. Donc non, on a beaucoup de gens qu'on croise. Ouais. Je pense que le voyage à faire, selon moi, c'est le voyage où tu touches un peu les limites de ce que tu es capable de faire. Alors on peut voir ça d'un point de vue sportif, mais on peut voir ça aussi en fait, je pense que c'est même nécessaire quand on fait du vin. Parce qu'il y a des moments où on est obligé d'aller au bout du projet. Et donc c'est aussi une question un petit peu d'être têtu ou entêté, si on peut dire, pour repousser un peu les limites. Voilà. Et ça, je vois ça comme un chemin.